Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Et oui, c'est le printemps. Ces jours, pas trop de soleil, vous avez envie de faire la fête, sachez que le QI Jazz Festival commence du 23 mars et ceci jusqu'au 31, avec entre autres Manu Katché que vous connaissez sûrement grâce à la nouvelle star, mais vous pouvez trouver le programme complet sur qijazz.ch. La semaine passée, nous vous avons parlé du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Cette semaine, nous retrouvons le premier numéro sur une interview du réalisateur Maklouf Idri qui a fait le film Veni Vidi Vici. C'est un documentaire à contre-courant des médias français. Pour une fois, on ne montre pas des Maghrébins casseurs ou violents, mais plutôt ceux qui symbolisent la réussite. Je viens de Kabylie en passant par la Lorraine. Je suis française d'origine algérienne. Je suis arabo-berbère et français. Je suis dans un mouvement identitaire. Je ne me présentais pas comme un maghrébin à la société française. Je me présentais comme un Français. Je m'appelle Maklouf Idri, je suis le réalisateur du documentaire qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Veni Vidi Vici. La révolte des banlieues de novembre 2005 a fait naître des interrogations sur cette autre France. Celle des quartiers, des Français issus de l'immigration, blacks, blancs, beurs, domiens, asiatiques, sur cette France diverse qui s'ignore. J'étais journaliste radio il n'y a pas très longtemps pour Radio France et aujourd'hui je suis chargé de mission dans une ville de France sur les questions d'intégration, droits de l'homme et de solidarité internationale. Et donc à mes heures perdues, je réalise des documentaires. Mes années de petit garçon en Kabylie, mes années d'enfant et d'adolescent en Lorraine, mes années d'étudiant en Alsace et puis ensuite mes années de journalisme à Paris, c'est aussi de l'expérience avec les aspects négatifs, les bagarres, mais aussi à la fin, même si ce n'est pas terminé j'espère, une conjugaison de force et de plus et non pas de moins. En fait, dans ce documentaire, on a voulu prendre le contre-exemple de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre sur toutes les questions d'intégration, d'immigration et sur les étrangers. Donc on a vraiment voulu montrer ce qui existe, ce qui se fait de mieux et les réussites qu'on peut voir en France de personnes d'origine étrangère ou issues de l'immigration et qui ont réussi et qui sont devenus, pour certains, journalistes, présentateurs du 13h de France 2, pour d'autres ministres, pour d'autres encore comédiens connus et reconnus, pour d'autres encore chanteurs à la mode. Humoriste incontesté, comédien, Daniel Prévost a travaillé sous la direction des plus grands réalisateurs. Il obtient un César pour son interprétation dans Le Dîner de cons. J'ai eu tout contre. J'ai eu tout contre. J'ai eu des tonnes de contre. Des tonnes de contre. Mais bon, c'est comme ça. La chance que j'ai eue, moi, c'est que je ne savais rien. C'est là la chance. Tout le cursus que j'ai fait, moi, avant, jusqu'en, je sais pas, moi j'avais 20... quand j'ai fait mes trucs, j'étais au centre d'art dramatique et tout ça, c'est parce que j'avais du talent, parce que j'étais doué, parce que, être doué dans ce métier, mais après il faut lutter. Mais c'est parce que je me présentais pas dans la société française comme un maghrébin. Parolier et chanteur du groupe Zebda, Majid Cherfi joue du verbe à la manière de Brassens. Son enfance dans la banlieue de Toulouse, les discriminations, ses origines kabyles sont autant de thèmes abordés dans ses textes et même de manière plus importante maintenant qu'il mène sa carrière en solo. On avait des rêves assez flamboyants, très, très hollywoodiens. On était vraiment dans l'identification du petit noir du ghetto new-yorkais qui finit à Hollywood, quoi. Puisqu'on est dans le discours simpliste, on le démontre tout simplement de manière très simple, en montrant qu'il existe autre chose. On pousse la logique dans l'autre sens, à l'inverse, pour montrer que, pour faire passer tout simplement le message aux gens. Il n'y a pas que ça. Il existe aussi des gens issus de l'immigration, il existe aussi des gens d'origine algérienne qui ne pensent pas que banlieue, qui ne pensent pas que cassé, qui ne pensent pas que islam, qui ne pensent pas que rap. Puisqu'on en parle et j'ai absolument aucun problème avec tous ces éléments-là, mais ce n'est pas que ça.
C'est donc un gouvernement de droite qui aura osé en premier franchir le pas, nommer une Française d'origine algérienne. Elle quitte le ministère en 2004 pour représenter la France au Parlement européen. Quand on est d'origine immigrée, c'est vrai qu'il y a quelquefois des bâtons dans les roues, des difficultés. Mais j'ai essayé plutôt d'en faire un atout et de se dire que finalement, moi, je vous apporte une richesse. Est-ce que aujourd'hui les médias, est-ce que la société, même plus que les médias, met en lumière des exemples de personnes qui sont français, qui se reconnaissent comme français, qui ont réussi et qui sont des références et qui sont des modèles? Je ne crois pas. Sortis des sportifs qui ont un talent, le talent de leur discipline sportive, non, je n'ai pas l'impression que c'est des choses qu'on entend, que c'est des choses qu'on retrouve. Par contre, voir des contre-exemples, puisque par rapport à ce que l'on dit nous, de personnes issues de l'immigration qui cassent, qui sont arrêtées, qu'on voit avec des menottes, que l'on voit... Oui, ça, on en voit tous les jours et tout le temps. Donc non, je pense que ça méritait à un moment de faire un zoom, de faire un éclairage particulier sur des personnes, des patrons, sur des chefs d'entreprise, sur des politiques, voilà. Moi, j'essaye d'être un journaliste comme les autres, de travailler pour la communauté française au sens large et non pas de me faire enfermer dans telle ou telle catégorie. Je pense que c'est le plus gros risque que j'avais au début de ma carrière et c'est certainement ma seule vraie réussite. C'est que j'ai réussi à ne pas devenir le spécialiste des questions d'immigration, le spécialiste des questions d'intégration, même si j'ai un avis là-dessus puisque c'est une partie de ma vie. Les filles étaient bonnes, on l'avait mauvaise. Nous on les prenait pour des chaises, assis sur elles comme des éléphants. On était fins comme des jeux d'enfants. Quand dans le documentaire, Majid Cherfi dit que dans chacun de ses concerts, et il était parolier et chanteur du groupe Zebda, qui a vraiment cartonné en France et j'imagine même en Suisse, et qui dit qu'il ne peut pas faire un concert sans chanter en kabyle, qui est la langue de ses parents, la langue de ses origines, c'est bien qu'il n'ait pas assimilé. C'est bien qu'il a toujours en mémoire ses origines. Et pourtant, il a toute sa place dans la société française. Elles étaient là, c'était la punition. On les voyait le temps d'une récréation. Pareil pour Rachid Arabe, qui explique qu'il retourne très régulièrement en Algérie, dans la famille de ses parents. Donc non, c'est des personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont montré que qui sont incontournables aujourd'hui dans leur domaine respectif, mais qui n'ont pas oublié leurs origines. Et elles le disent toutes. De 8 ans à 18 ans, j'ai passé pratiquement 2 mois par an en Algérie, en Kabylie. Et ce qui fait d'ailleurs que j'ai une vision de ce pays qui est certainement souvent surprenante. Pour moi, le symbole de l'Algérie, c'était le pays de la liberté. Parce que c'était le pays où, adolescent, j'ai commencé à ne plus être tout le temps contrôlé par mes parents parce qu'il y avait mes tantes, que je pouvais aller chez une, chez l'autre. Donc c'est un pays qui m'a beaucoup formé aussi et qui, quand je vais le visiter aujourd'hui, reste mon pays, reste une partie de moi. À dire vrai, les problèmes d'intégration, les problèmes de racisme, malheureusement, n'ont pas de frontières. Donc ce qu'on peut retrouver en France, on peut le retrouver dans de nombreux pays, bien sûr avec à chaque fois des spécificités particulières, bien sûr à chaque fois avec des contextes locaux particuliers, mais le raisonnement et la base est toujours la même, c'est toujours le rejet de l'autre, c'est toujours le rejet de la différence, c'est toujours le rejet de l'altérité ou sa méconnaissance qui fait qu'on arrive à des extrémités comme celle-ci. Et on reste dans l'humanitaire avec la série du CICR, Pakistan, sauver les vies au Cachemire. Jamais dans son histoire, le comité international de la Croix-Rouge n'avait monté une telle opération héliportée. Le terrain accidenté et la destruction des routes après le tremblement de terre qui a touché le Cachemire le 8 octobre 2005 rendent indispensable l'utilisation massive d'hélicoptères. Comme ce modèle, le plus gros au monde, un Mi-26 russe qui peut transporter 15 tonnes de fret. Jusqu'à 10 appareils effectuent parfois une cinquantaine de rotations par jour.
Ils évacuent les blessés des villages et amènent des vivres ou du matériel de secours que distribue le Croissant Rouge pakistanais. Dans la vallée de Ghori, sous administration pakistanaise, les hélicoptères ont amené 1900 couvertures et 1000 bâches dans 3 villages dévastés. À Sarian, Abdul Qayoum a perdu 2 de ses 4 enfants. Lorsqu'il apprend l'arrivée de l'hélicoptère du CICR, il se rend au lieu de déchargement, accompagné de ses filles qui ont survécu. Un responsable local appelle chaque chef de famille pour la distribution. Abdul Qayoum reçoit des couvertures et une bâche. Sa famille pourra ainsi mieux se protéger à l'approche de l'hiver. Comme eux, ce ne sont pas moins de 200 000 personnes auxquelles le CICR a prévu de venir en aide. La maison d'Abdul et Salima Qayoum est détruite. L'abri qu'ils ont aménagé pour la famille est des plus sommaires, en attendant des jours meilleurs. Ce que vous voyez ici, c'est la première aide que nous recevons. Ces quelques couvertures là devant, c'est tout ce que nous avons reçu pour le moment. Nous avons tout perdu. Tout ce qui nous permettait de vivre était ici et a été détruit. S'il n'y avait que 2 ou 3 maisons démolies, nous pourrions nous entraider. Mais comme toutes les maisons sont détruites, chacun sera occupé à reconstruire la sienne. Ça nous prendra des années. Dans ce village où la moitié des habitants a péri, un médecin de la Croix-Rouge allemande ausculte les blessés. Souvent des plaies ouvertes ou des fractures. Asia, cette fillette de 6 ans, a le fémur brisé et l'os a déjà commencé à se souder. Elle sera évacuée par le CICR sur l'hôpital de campagne de Muzaffarabad. Nous trouvons encore beaucoup de blessés avec des fractures, souvent des fractures ressoudées qui nécessitent une intervention médicale. Une équipe de la Croix-Rouge japonaise a marché plusieurs heures avec son matériel médical pour atteindre le hameau de Batchir. Dans la mesure du possible, le CICR privilégie le traitement des blessés légers dans les villages. Ici, les patients se succèdent pour être traités sur place. Lorsque nous avons constaté qu'il y avait encore de nombreux blessés dans ces villages de montagne, nous avons pensé qu'il serait préférable de venir ici installer des unités mobiles de soins. Nous pouvons soigner les blessés légers sur place et diagnostiquer les cas plus graves à évacuer. Les cas sérieux sont transférés par hélicoptère, comme la petite Asia, vers les hôpitaux de campagne au rythme d'une centaine de personnes par semaine. Ici aussi, dans le village de Langrpura, accroché à la montagne, on ne compte plus les morts. Mohamed Bachir a perdu 5 membres de sa famille dans le tremblement de terre. Sa maison, comme tant d'autres dans la vallée de Djeloum, n'est plus qu'un amas de ruines. L'armée a largué ici des vivres peu après le séisme, mais au bout d'une semaine, il n'en restait déjà plus grand-chose. La situation est désespérée. Nous n'avons pas les moyens de nous en sortir tout seuls ici. Et nous n'avons pas de quoi nous installer ailleurs. Sur les 6 enfants de la famille Bachir, une fillette a péri et 3 autres sont blessés. Le plus gravement touché, Sonny, leur garçon de 8 ans, est resté plusieurs heures, la main coincée sous un bloc de béton. Sa maman ne peut l'oublier. Sa main était comme ça, coincée là-dessous. Aucune équipe médicale n'a pu arriver jusqu'ici. La plupart des ponts sont coupés, les voies de communication détruites. Les parents de Sonny doivent donc emmener leur fils à pied jusqu'à la route la plus proche pour qu'il puisse être pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge. 5 heures de marche par des sentiers escarpés et des ponts plus ou moins praticables. Finalement, une ambulance du CICR peut emmener le garçon ainsi que d'autres patients. Destination, le stade de cricket de Muzaffarabad. Ici, les Croix-Rouges finlandaises et norvégiennes ont amené plus de 200 tonnes de matériel pour monter en un temps record un hôpital de campagne qui devrait fonctionner près d'1 année. Et le CICR a déjà des projets pour la suite.
Le CICR va aussi s'atteler à la création d'un centre orthopédique à Muzaffarabad pour les amputés qui ont besoin d'une prothèse et de rééducation. Pour l'instant, les tentes abritent environ 120 patients, ainsi que des blocs opératoires où sont accomplies une dizaine d'interventions chirurgicales par jour, comme celle que va devoir subir le petit Sonny. Nous continuons d'admettre de nombreux blessés, avec des fractures et des plaies infectées. C'est probablement parce qu'il y a beaucoup de villages isolés qui n'ont pas encore été repérés. D'après ce qu'on nous raconte, on découvre chaque jour de nouveaux villages où se trouve un nombre important de blessés. Le petit Sonny supporte avec courage les radiographies et les différents examens de sa main blessée et infectée. Il a 5 fractures. La peau de la paume a été partiellement arrachée. Encore quelques jours sans opération et le garçon perdait sa main. Il aura encore besoin d'une greffe de peau, dans 3 ou 4 jours. Une intervention chirurgicale sur une main est toujours délicate, mais elle se déroule bien. Lorsqu'un de ses frères vient lui rendre visite, Sonny peut déjà répondre à ses questions. Le soir, les 2 garçons s'installent en dehors de la tente pour manger ensemble. Sonny s'en sort finalement plutôt bien. Et retrouverons tout de suite les interviews des personnes qui s'occupent de la semaine d'action contre le racisme. C'est le vendredi 16 mars 2007 qu'a eu lieu la conférence de presse contre le racisme avec M. Bourquin et Mme Andréolou en interview à l'hôtel de ville. Je suis Jean-Christophe Bourquin, je suis conseiller municipal à Lausanne, directeur de la sécurité sociale et de l'environnement et à ce titre responsable politique de la mise sur pied de la semaine contre le racisme. Justement, en parlant de la semaine contre le racisme, pourquoi vous avez décidé de faire ça cette semaine? Alors, c'est une semaine européenne contre le racisme, c'est une semaine qui est organisée dans toute l'Europe, c'est un jour précisément, je crois que c'est le 21 mars, qui est la journée contre le racisme, et on a décidé d'organiser cette semaine à ce moment-là pour montrer qu'on était dans une réflexion d'ensemble contre ces pratiques. D'accord, puis est-ce que c'est lié par rapport aux dernières votations? Alors, les votations ont montré qu'il y a un parti politique en Suisse qui marque des tendances xénophobes bien affirmées. Dans le canton de Vaud, ce parti a pris de l'importance, il est devenu le plus important des partis de droite, même si on n'a pas une version dure de l'UDC dans le canton de Vaud, il reste que certaines de ses prises de position, on le voit par exemple à B, sont des positions un petit peu délicates et que la municipalité de gauche, qui est clairement affirmée à Lausanne, a décidé de s'impliquer dans cette lutte contre le racisme. D'accord. Et puis, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux gens? Prendre conscience de ce qui se passe. Les mécanismes racistes, c'est des mécanismes qui se font un petit peu sans réfléchir. Et il s'agit de faire réfléchir les gens sur ce qu'ils font. Éviter qu'ils fassent des actes racistes comme ça simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la situation, qu'ils soient attentifs à la situation, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. D'accord. Et puis, par rapport aux événements qu'il y a durant toute la semaine, quel événement proposez-vous plus qu'un autre aux gens aux Lausannois? Pour moi, personnellement, il y a un événement que je trouve vraiment bien, c'est le spectacle de danse Identité, qui est fait avec le Centre lausannois de danse contemporaine, où on a fait travailler des jeunes gens issus de l'immigration, comme on dit, des gens qui sont arrivés jeunes dans leur pays, qui font leur scolarité, qui sont en fin de scolarité obligatoire, qui sont dans ces situations un petit peu difficiles entre la fin de l'école et le moment de trouver un métier. Et puis, le Centre lausannois de danse contemporaine les a fait travailler sur un spectacle qui parle de l'identité. Et ça combine les questions sur le racisme, les questions sur l'identité et les questions d'insertion sociale. De ma position comme responsable des services sociaux, je trouve que c'est quelque chose de très important. D'accord. Dernière question. Pensez-vous que
que les gens vont accrocher au message par rapport aux éventuels événements de la semaine? Alors, il y aura des choses assez surprenantes, hein. On va vers les gens. C'est pas des expositions juste, il y a des expositions, mais aussi il y a des choses qui se passent dans la rue, il y a des choses qui se passent dans les bus avec des affiches assez choquantes. Je pense que les gens vont réagir, c'est le but. Voilà. Et voici le programme des événements de la semaine présenté par Madame Andriolo. Alors il y aura différentes activités pendant 10 jours, ça commence le 21, mercredi 21, et ça dure jusqu'au 31 mars. Il y aura sur la place Bel Air, à la terrasse Jean Monnet, une caravane qui sera animée par le Forum des étrangers et étrangères de Lausanne. Dans les bus, vous aurez aussi la possibilité de voir des panneaux en fait, de la Commission fédérale qui sont justement contre le racisme. À la Cinémathèque, il y a un cycle de films. Vendredi 30 mars à 20h30, on vous invite à venir voir le film Malcolm X, l'entrée est gratuite. À la bibliothèque municipale à Chaudron, il y a aussi une exposition sur une bande dessinée qui concerne Malcolm X. Elle est ouverte aussi à partir de jeudi 22 mars. Et puis dans différents endroits à Lausanne, à la gare, sur la terrasse Jean Monnet à Bel Air, à Saint-François le samedi 24, à la Palue aussi ce jour-là, il y a des performances de rue présentées par une association Métis Arte. Vendredi 23 mars à Pôle Sud, vous aurez aussi la possibilité de venir voir un court-métrage documentaire qui s'intitule Le temps de rencontre. Ce sera aussi suivi par une discussion. Mercredi 21 à Payot, dans la librairie Payot, à la place Pépinet, il y aura Mix et Remix, le dessinateur qui va dédicacer une brochure de la LICRA suisse qui s'intitule Raciste, moi. Et puis du mercredi 28 au vendredi 30 mars, il y a un spectacle de danse à Sévelin 36. Alors pour de plus amples informations, il existe un petit dépliant que vous pouvez obtenir auprès de TV Bourdonnette ou bien sur le site internet www.lausanne.ch. Le Global Village, cette année, fête sa 5e édition. Ce sera le samedi 24 mars. Une journée pendant laquelle différentes associations géographiques étrangères présentent leur lieu d'origine. Une occasion de découvrir ces différentes associations, de faire des dégustations culinaires, le tout agrémenté par des danses et de la musique. Cette journée se passe sur le campus de l'Uni de Lausanne et est entièrement gratuite, donc vous êtes invités à y participer. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons la série de Loïc Vanier. Avez-vous quelque chose de sympathique à raconter? Cette semaine, c'est sur les câlins gratuits. Ne nous gênons pas. Dans les extérieurs de Téléobjectif Réussir, un reportage sur l'euphonie gestuelle et dans les rétrospectives aide aux victimes d'Asie. Et c'est ainsi que s'achève pour cette semaine Bourdeau News. À la semaine prochaine. Au revoir.